de Toulouse, donc au département de recherche enfance, éducation et enseignement. Oui. Oui, du coup, notre première question, on s'est amené à nous demander, on s'est demandé quels sont les choix qui vous ont poussé à choisir vos thèmes de recherche, du coup, la justice, les questions des femmes et les questions des violences. Oui, alors tout d'abord, j'ai longtemps hésité en fait entre une formation d'historien et de juriste parce que l'histoire et le droit sont des passions lointaines. Et bon, j'ai suivi ma passion de petit garçon pour l'histoire et travailler sur l'histoire de la justice, ça m'a permis d'une certaine façon de pouvoir revenir aussi vers mon autre amour qui était le droit et la justice. Et voilà, donc c'est parce que il me semble que les archives judiciaires sont les plus riches pour appréhender un temps, découvrir son essence par la foultitude de détails que les archives judiciaires donnent. Et donc voilà, je me suis aventuré vers ça. Donc moi, j'ai lu beaucoup de critiques sur votre livre La violence des femmes, donc l'histoire d'un tabou social. J'ai vu qu'il y avait énormément de critiques, donc, par exemple dans Libération, dans Criminocorpus. Donc on vous définit des fois comme un misogyne, des fois comme un féministe. Vous pensez quoi? Vous vous considérez comme un défenseur de la cause féminine Totalement, je suis profondément féministe et peut-être même plus que féministe, mais il me semble que évoquer des réalités qui sont problématiques ou qui sont tabous n'est pas contrevenir ou desservir la cause des femmes. Au contraire, c'est certes proposer un autre terrain pour évoquer l'égalité des sexes, et la violence n'est peut-être pas celui vers lequel le plus naturellement possible on se tournerait, mais c'est un terrain comme un autre et je ne vois pas pourquoi on n'y s'y intéresserait pas. Donc là, on a pu suivre votre intervention sur la conférence sur genre, justice et enfermement. Donc on a des questions par rapport à cette conférence, à un article que vous avez écrit qui est très similaire, donc sur l'institution du refuge, qui est paru donc, dans Genre et Histoire. Oui. Donc la première question, c'est vous dites que certains pères envoient leurs filles dans des refuges parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre des dots, mais pourquoi ne pas les envoyer au couvent directement? Est-ce que pour eux ça change quelque chose? Alors, c'est vrai que la justification principale, c'est la menace de l'honneur familial que font poser ces jeunes filles sur ces pères qui décident de les interner dans les refuges. Et les mettre au couvent, on ne peut pas les mettre vraiment de force au couvent. Alors certes, il y a le cas d'évocation forcée qui est actuellement étudié par Alexandra Roger, qui est en thèse à Limoges, mais les mettre au refuge, de toute façon, c'est de la décision des pères de famille, et si leur fille n'est pas de toute façon désireuse d'y entrer, c'est pas son avis qui va être pris en compte, c'est celui, vraiment le pouvoir patriarcal qui va s'exprimer à ce moment-là, alors que pour entrer dans les ordres, il faut vraiment qu'elle fasse preuve d'un vœu sincère, de son désir de prendre le voile et d'y entrer, et donc ça, bien évidemment, c'est beaucoup compliqué à obtenir pour les pères de famille, alors que les mettre au refuge, c'est très très simple, de leur simple autorité, ils peuvent demander à ce qu'elles soient internées. Et pour les orphelines, par exemple, vous disiez qu'il y a des orphelines qui demandent le refuge, et justement, pourquoi elles demandent plus de couvent? Parce qu'elles voudraient retrouver la vie après. Que dans les couvents, a priori, quand on apprend ses vœux, ce sont des vœux perpétuels, et pour quitter ensuite un couvent traditionnel, il faut rompre ses vœux, se défroquer, comme l'on dit, et en entrant au refuge, elles savent que, en demandant par exemple 10 ans, eh bien, les recteurs du refuge vont leur attribuer 2, et au moins pendant 2 ans, elles savent qu'elles ont un endroit sécurisé et sécuritaire pour pouvoir en fait manger, vivre et être à l'abri. D'accord. Et au sein de ces revues, je vous parlais tout à l'heure du travail qu'elles doivent faire entre les séances de prière. Et en fait, ces activités, elles se résument en quoi en fait? Alors, essentiellement des travaux de couture, parce qu'on estime que les travaux d'aiguille sont les plus simples à acquérir pour les femmes. Et ce qu'il y a derrière, c'est bien évidemment de se prémunir ou de se défendre de l'oisiveté, qui est la mère de tous les vices. Et donc, on estime que les travaux d'aiguille vont permettre à ces jeunes filles, de toute façon, à leur sortie éventuelle, de pouvoir se placer assez rapidement et de trouver un emploi correct qui les éloignera, bien évidemment, du trottoir. D'accord. Et le temps libre dans la journée De récréation d'une demi-heure, c'est très peu. Finalement, on voit vraiment que par le travail et la prière qui conditionnent l'ensemble de la journée, elles ont finalement très peu de liberté, d'un moins d'après le règlement. Ensuite, on sait aussi d'après ce dernier qu'il y a beaucoup de contestations et que forcément, la vie au refuge n'est pas un long fleuve tranquille, au contraire. Et en revenant sur le règlement, tout à l'heure dans votre conférence, vous analysiez le fait que c'était interdit pour les femmes de se rencontrer dans leur chambre, et vous disiez que c'était en fait, elles se rencontraient plus pour de la solidarité que pour avoir des pratiques sexuelles ensemble. Et du coup, pourquoi vous avez cette analyse-là?
Je pense que, il faut savoir que cette jeune fille était logée dans des dortoirs, hein, elle n'avait pas de cellules spécifiques dans lesquelles elles auraient été par deux ou par trois, parce qu'on n'aurait pas pu les surveiller correctement. Mais me semble-t-il, vu l'isolement dans lequel elles sont confinées, vu la situation en fait de marginalisation dans laquelle elles se trouvent par rapport à la société, eh bien, il n'est pas inconcevable de penser qu'elles peuvent devenir tout simplement de bonnes amies. Et je pense que les pratiques saphiques qu'on leur supposait, elles ont pu peut-être exister dans le cadre de certaines prostituées qui étaient beaucoup plus intéressées par la chair que par l'esprit. Mais en tout cas, je pense que de façon générale, c'est beaucoup plus une forme de solidarité amicale entre femmes qui se développait plutôt que des pratiques sexuelles entre elles. Moi j'ai une question, vous n'en avez pas parlé dans votre conférence, mais dans votre article vous parlez d'une femme qui demande grâce parce qu'elle a la possibilité de pouvoir se marier. Alors, je voulais savoir comment elle a pu rencontrer un homme qui a bien voulu se marier avec elle alors qu'elle était au refuge. Alors c'est le cas donc d'une volontaire, donc les volontaires ont la possibilité avec permission de sortir. Et donc, dans ce cas-là, c'est un homme qu'elle a rencontré régulièrement à la grille du refuge, entre guillemets, et plutôt que d'être accusée d'entretenir une relation coupable en badinant avec cet homme à l'extérieur, eh bien, elle a fait en sorte de trouver un expédient officiel pour pouvoir vivre avec cet homme, cette passion, en l'occurrence celle du mariage, accordée ensuite par lettre de grâce par le souverain. Moi j'ai une question qui n'a rien à voir avec ce sujet-là, qui a été fait dans votre article sur la confession d'un suicidé. Donc je voulais savoir, vous parlez de la lettre d'un homme qui s'est suicidé, et je voulais savoir est-ce qu'il existe des lettres de femmes qui se sont données la mort par la suite ou de livres de raison qu'on aurait pu retrouver. Alors pour Marseille, non, c'est la seule lettre qu'on a retrouvée, et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'elle n'a été absolument pas considérée par les autorités parce qu'ils ont estimé qu'il était fou, et donc étant fou, il n'était pas responsable de ses actes, donc on l'enterre immédiatement au cimetière. Dominique Godino, elle, a visiblement, dans la publication de son HDR, a travaillé sur des lettres laissées par des suicidés, mais je ne pourrais pas vous dire si elle a travaillé sur spécifiquement des lettres que des femmes auraient pu laisser. Et donc, juste une question là-dessus, je voulais savoir, vous parlez des châtiments qui ont été faits par exemple sur le corps des hommes, donc qui ont été traînés par terre. Est-ce que les femmes qui se sont suicidées ont droit au même châtiment, ou est-ce que l'on considère, vu que c'est des femmes, elles ont droit à un autre châtiment? Alors, effectivement, la pudeur voudrait qu'on ne réserve pas le même châtiment aux femmes. Dans les faits, au XVIIIe siècle, on ne l'inflige plus aux hommes, à Marseille jamais en tout cas. Mais il faudrait que je vérifie effectivement si dans les textes on spécifie si les femmes font l'objet d'un traitement de faveur. Je pense que oui, mais c'est à vérifier. Je crois que tu avais une dernière question à poser. Oui, vous évoquiez dans votre conférence une collecte de fonds des archives des refuges. Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelle recherche vous allez, quel sujet, quel axe? Eh bien, donc, je vais consacrer les 3 prochaines années donc, à une étude à l'échelle du Royaume de France de ces refuges, puisque grâce à l'enquête nationale que j'ai initiée, je sais exactement où se trouvent les fonds les plus riches, et finalement il y a peu de fonds d'archives dignes de ce nom, puisque la plupart sont lacunaires, et donc je vais me concentrer essentiellement sur les fonds les plus riches. Donc grosso modo, j'en ai identifié entre 5 et 10 qui vont être traités dans les mois et les années à venir pour produire une monographie sur l'enfermement des femmes sous l'Ancien Régime à partir donc des fonds des refuges. Et une dernière question sur quelle recherche conseilleriez-vous à un étudiant qui voudrait faire une thèse dans vos domaines de recherche? Et je leur conseillerais très vivement de travailler sur les sources judiciaires qui, paradoxalement, sont les plus riches d'un point de vue numérique présentes dans les fonds d'archives français et proportionnellement, finalement, sont très très peu étudiées. Donc, foncez dans les archives judiciaires, vous ferez de belles découvertes. Merci beaucoup. Merci à vous.